Fondation Jean Jaurès. Penser pour agir. Bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler d'un petit pays, mais qui a fait beaucoup parler de lui il y a quelques années, le Salvador, qui a fait beaucoup parler de lui parce qu'il y avait un conflit pendant la guerre froide en Amérique centrale et en particulier au Salvador, qui a trouvé une issue dans un accord de paix en 1992 signé au Mexique, à Chapultepec. Et cet accord a été l'objet d'un livre publié par notre invité d'aujourd'hui, Francisco Galindo Vélez, qui a été ambassadeur de son pays en France et en Colombie, fonctionnaire des Nations Unies pendant une vingtaine d'années, spécialiste des questions concernant les processus de paix et les droits de l'homme. Est-ce que je me suis trompé? Est-ce qu'il manque quelque chose? Non, rien du tout. Vous ne vous trompez pas. Bon. Mais pourquoi, monsieur Francisco, avoir écrit ce livre qui a été publié à l'Harmattan, pourquoi avoir publié ce livre sur le processus de paix au Salvador? Bon, merci beaucoup. Je suis très content d'être là, de vous retrouver après plusieurs années. C'est vrai. Oui. Pourquoi ce livre? Bon, parce que au Salvador, comme vous avez dit, on a eu une guerre terrible. Comme toutes les guerres sont terribles. Et on a eu un processus de paix que nous a changé la vie. C'est-à-dire que c'était un processus de paix réussi et la vie des citoyens a changé à un tel point qu'on a perdu la peur. La peur a disparu dans la vie des Salvadoriens. Et je crois que ça, c'est très, très important. Mais, on s'est rendu compte qu'on se trouvait devant une paradoxe de la paix. Est-ce qu'on peut revenir un peu en arrière, avant 1992, donc, pourquoi il y a eu ce conflit au Salvador? Bon, l'origine de la guerre, à mon avis, et c'est mon point de vue, Est-ce qu'on peut mettre une date du commencement de la guerre ou est-ce qu'il n'y en a pas? Est-ce que ça a été une dégradation progressive? Je crois que ça a été une dégradation progressive. Néanmoins, les experts, les historiens, placent le début de la guerre en 1980. De mon point de vue, on a commencé à construire la guerre. Parce qu'on parle de construction de la paix et on parle rarement de construction d'une guerre. À mon avis, on a commencé à construire la guerre au moins au moment même de l'indépendance. Probablement de l'indépendance du Salvador de l'Espagne. En quelle année? 1821. Mais probablement... Est-ce que vous pouvez expliquer ce paradoxe? Oui. Et probablement on a commencé la construction de la guerre avant 1821, pendant la période de la colonisation espagnole. Pourquoi? Bon, en 1821, on a fait l'indépendance. On a coupé avec la couronne espagnole. Mais on n'a pas entamé un processus de décolonisation. C'est-à-dire que les structures coloniales ont continué. Et au fur et à mesure que le temps passait, elles ont changé, elles se sont modifiées, mais les problèmes se sont accentués. C'est-à-dire que les modifications ont accentué le problème au lieu de résoudre le problème. Or, vous voulez dire qu'il y avait une minorité qui dirigeait la colonie et après l'indépendance, c'est toujours la même minorité sociale. Exactement. Qui dominait, qui avait le pouvoir politique et le pouvoir économique. On a construit le Salvador, où on s'est organisé comme pays et comme société avec 4 fractures, à mon avis. Une fracture politique, oui. Fracture économique, fracture sociale, une fracture culturelle.
avec chaque fracture, il y a des exclus. Et les exclus ne pouvaient pas participer. Ils étaient vraiment exclus. Et l'exclusion crée des problèmes. Et comment est-ce qu'on a structuré le pouvoir? Sur cette base des 4 fractures, on a eu 4 colonnes de pouvoir. L'Église catholique, l'armée, et ce qu'on appelle aujourd'hui l'establishment. Oui. Hein? Ce sont les 3 colonnes de pouvoir. Et c'est comme ça que on a créé et on a construit un échafaudage qui nous a menés à la guerre, qui va l'explosion va de 1980 à 1992. Mais comme je disais, les racines sont très très loin. Et pourquoi 1980? Qu'est-ce qui s'est passé de particulier en 1980? Or, déjà, dans les années 60, dans les années 70, et il était devenu évident pour beaucoup de jeunes que le changement ne pouvait pas se faire par la voie électorale. D'accord. Parce que les élections étaient truquées. Surtout celle de 1972, elle a créé un problème très très important, et beaucoup de gens se sont dit, et la seule option, c'est les armes. De prendre les armes. C'est comme ça que les organisations de guérilla ont été créées au Salvador. Oui. Le FMLN, qui a commencé par c'était en effet 5 groupes différents. Oui. Mais que finalement se sont rassemblés sous un seul chapeau du FMLN. Avec un volet politique, le FDR. Ils avaient un volet politique, le Front démocratique révolutionnaire, qui a développé et ça c'est très très intéressant, du point de vue de la diplomatie, qui a développé une diplomatie parallèle, si on peut, parallèle à quoi? À celle du gouvernement. Et très très bien structurée, très bien faite. Je crois que c'est un des sujets qui manque encore dans l'étude de l'histoire du Salvador, la diplomatie parallèle du FDR et du FMLN. Et quelle a été à l'époque l'incidence du conflit Est-Ouest, au Salvador comme dans les pays voisins d'ailleurs? Dans les pays voisins, oui. Comme je disais, la guerre au Salvador, c'est nous qui l'avons construit. Oui. C'est une construction salvadorienne. Mais dans le contexte de la guerre froide, inévitablement, tout le monde a mis sa main là-dedans. Or, il y a eu l'Union soviétique, Cuba, Nicaragua, les États-Unis, etc. Mais un problème national est devenu international dans le contexte de la guerre froide, et évidemment, ça a changé la dimension du problème. Or, ce qui se passe aussi, je dois dire, et c'est ça que j'essaie d'étudier aussi dans ce livre, c'est la question de la violence. Parce que, comme je dis il y a un moment, et la construction de la guerre a commencé très tôt dans notre histoire. Mais avec les 4 fractures dont on a parlé tout à l'heure, les 4 fractures sociales dont on a parlé tout à l'heure, et les 3 colonnes du pouvoir, il y a toujours eu la violence. Le niveau de violence, le degré de violence était différent d'un moment à l'autre. Ou à chaque moment. Mais la violence était permanente, elle était constante. Or, de mon point de vue, ce qui s'est passé entre 1980 et 1992 n'était autre chose que une manifestation plus forte, plus dramatique de la violence qui a toujours existé dans le pays.
Alors, 1992, des accords de paix ont été signés au Mexique. Au Mexique. La guerre froide était à ce moment-là apparemment terminée. Est-ce que cet accord de paix a été signé en raison de dynamiques propres au Salvador, ou est-ce que la fin de la guerre froide a été l'élément qui a permis d'arriver à des accords de paix? Oui. Et il y a un élément une chose qui est très très intéressante dans cette histoire, c'est que déjà en 1981, la France et le Mexique ont publié la déclaration franco-mexicaine. Et en 1981, c'est-à-dire 11 ans avant les accords de Chapultepec qui ont mis fin à la guerre, la France et le Mexique nous avaient déjà dit, écoutez, cette guerre ne peut pas finir militairement. Cette guerre ne peut pas finir par les armes. Vous devez vous asseoir et négocier la paix. Donc c'était, je crois, une déclaration visionnaire et qui nous indique aussi la compréhension du problème qu'avait la France et le Mexique à l'époque. La guerre a été très longue, très très dure. Les gens ont souffert terriblement. La population voulait la paix. Et la population s'est manifestée de différentes façons pour faire savoir tant au gouvernement comme à l'FMLN que la guerre ne pouvait pas continuer. Donc le conflit était arrivé à un point où tout le monde était perdant. Tout le monde était perdant et où les deux belligérants ont compris qu'ils n'avaient plus le soutien de la population. Or, la chance a voulu. S'il y a la chance dans l'histoire, peut-être que oui, je crois que oui. J'écris un article sur ça et il y a un chapitre dans ce livre sur la chance dans l'histoire du Salvador, pas l'histoire du monde, l'histoire du Salvador. Et la chance a voulu la fin de la guerre froide, qui était inimaginable en 1980. On ne pouvait pas imaginer, même le plus optimiste ne pouvait pas imaginer que quelques années plus tard, la guerre froide allait finir. Donc, ça a permis aux États-Unis et à l'Union soviétique de se mettre d'accord pour mettre fin au conflit. Mais l'accord a été signé, mais il n'a pas été signé à Moscou ou à Washington, mais à Mexico. Oui. Oui, parce que c'était aussi un problème latino-américain. Et dès le début de la guerre, les latino-américains ont essayé de trouver une solution latino-américaine à un problème latino-américain. Et le Mexique en particulier. Le Mexique en particulier. C'est pour ça qu'il y a eu, par exemple, le groupe de Contadora. Oui. Avec le Mexique, le Venezuela, la Colombie et le Panama. Ils ont essayé par tous les moyens de mettre fin au conflit. Parce qu'ils se disaient, écoutez, c'est un conflit dans un pays latino-américain, il faudrait une solution latino-américaine. Bon. Mais dans le contexte de la guerre froide, c'était très difficile. Il y a eu un deuxième effort de la part du président de l'Amérique centrale, avec le processus d'Esquipulas. Et bon, ni l'un ni l'autre a réussi à mettre fin à la guerre, mais ils ont laissé des éléments très importants qui ont servi plus tard pour les accords de Chapultepec sous l'égide des Nations Unies. Parce que les Nations Unies ont eu un rôle très très important avec un médiateur très très capable, Álvaro de Soto, un diplomate péruvien très proche du secrétaire général Javier Pérez de Cuellar. Péruvien également. Et péruvien également, oui. Et donc ces accords ont été signés, ils ont permis la suspension du conflit. Sur quelle base? Quels étaient les compromis?
chaque parti a fait un pas en direction de l'autre. Oui, et les accords ne se limitent pas à la fin du conflit. D'accord. Quand on lit les accords de paix, on remarque qu'il y a là le dessein d'un pays démocratique, respectueux des droits de l'homme. Une fois les accords signés, bon, il y a eu la partie de fin du conflit, le cessez-le-feu, la démobilisation des forces. Et là, l'ONU a joué un rôle. Ah oui, un rôle très très important avec une mission de paix au Nusal. La mission des Nations Unies pour le Salvador, extrêmement, très 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 important. Ils ont fait un très très bon travail là-bas. Et donc il y a eu la démobilisation des forces du FMLN. Et en partie les militaires aussi. Ah oui. Et le militaire, les forces armées, non. Forces armées, oui. Oui, ont été démobilisées à 52%, ce qui est très important. Mais aussi, les institutions de sécurité publique ont été changées. Et aussi, il a été décidé que la sécurité publique ne serait plus une responsabilité des forces armées, mais d'une nouvelle police nationale civile. Donc on a séparé la défense de la sécurité intérieure. Mais aussi très très important, les accords ont permis la sortie des forces armées de la politique. Et ça, c'était un pas inimaginable dans l'histoire du pays. Et est-ce qu'il y avait d'autres volets, en particulier sur le fonctionnement de l'économie et sur la réparation des personnes qui avaient été victimes de violations des droits de l'homme? Avec les accords de paix, l'appareil qui avait permis les violations des droits de l'homme a été démantelé. Je crois que ça, c'est très, très important. Et en ce qui concerne l'économique, les accords de paix se limitent, dans un premier moment, aux questions nécessaires, aux aspects économiques nécessaires pour la fin du conflit. La réintégration des personnes déplacées à l'intérieur du pays, la réintégration de réfugiés qui sont rentrés des pays voisins et autres, et aussi des projets pour reconstruire le tissu social au niveau communautaire. Mais pour les questions économiques plus grandes, les accords de paix ont décidé de créer un foro de concertation économique et sociale. Un groupe qui devait s'occuper des questions économiques et sociales, mais donc c'était la deuxième partie des accords de paix. Et c'est un des problèmes avec les accords de paix du Salvador, c'est qu'ils étaient conçus en deux parties. Et on s'est limité à la première partie. Donc la deuxième partie, elle manque encore. D'accord. Non? Et ça, c'est... Et sur les réparations, est-ce qu'il y a eu des choses particulières, la reconnaissance des victimes, une reconnaissance morale, matérielle éventuellement? Les accords de paix créent deux commissions. Une commission ad hoc pour le mot qu'ils utilisent, c'est la purification des forces armées. Mais c'était une commission de 3 Salvadoriens qui devait étudier le comportement de chaque membre de forces armées. D'accord.
ils ont préparé leur... Chaque membre des forces armées avant sa réduction à Oui, oui. D'accord. Le comportement pendant le conflit. Pendant le conflit. Et le rapport est toujours confidentiel, mais on sait que plus de 100 membres du haut commandement a été obligé de se retirer de forces armées. Mais il n'y a pas eu, comme en Afrique du Sud, on leur a pas demandé de faire une déclaration, Non. une reconnaissance. Non. Ça n'a pas été fait, Oui. mais ils ont été obligés de quitter et de prendre la retraite. Oui. Donc, mais il y a eu aussi une commission de la vérité avec 3 personnalités étrangères, parce que la commission ad hoc, c'était 3 Salvadoriens. Pour les forces armées, la commission de la vérité avec 3 personnalités étrangères, et elle a étudié la question de violation aux droits de l'homme entre 1980 et 1992. Il y a un rapport très très important de la commission, et là il y a beaucoup d'informations sur toutes les violations aux droits de l'homme pendant le conflit, et il donne les noms de personnes responsables, ce qui a été critiqué par beaucoup de gens. Disaient, votre travail n'était pas de donner des noms de personnes responsables, parce que ce n'est pas un cours c'est une commission, pas un cours de justice, mais il le fait néanmoins. Or, qu'est-ce qui s'est passé? Quelques jours après la publication de rapport de la Commission de la vérité, une loi d'amnistie a été votée par l'Assemblée nationale. Toute poursuite éventuelle. Exactement. Et ça, c'est ce qui s'est passé. Est-ce que ce processus est né du dialogue entre les partis, ou est-ce qu'il s'est inspiré de modèles antérieurs ou de modèles de sortie de conflits dans d'autres régions du monde? Quelle a été la part de la négociation, et quelle a été la part d'inspiration de modèles extérieurs? Je crois qu'ils ont étudié toutes les expériences antérieures, mais on est en 1992, c'est-à-dire c'était une des premières expériences de fin de conflit après la guerre froide, et avant l'expérience de l'Afrique du Sud. Et c'est pour cela que, par exemple, en matière de droits de l'homme, on voit des différences importantes entre l'expérience salvadorienne et l'expérience sud-africaine, qui a été dirigée par l'archevêque Desmond Tutu. Et toutes les expériences après. À l'époque, en 1992, on ne parlait pas encore, comme aujourd'hui, de la justice transitionnelle. Néanmoins, quand on lit les accords de paix, on voit que ils sont en train de penser à une sorte de justice transitionnelle. Et tant les négociateurs comme le médiateur et son équipe. Le problème, après, c'était la loi d'amnistie qui a tout arrêté. Mais ça, c'était un peu un modèle espagnol. Un peu. Ouais. Et est-ce qu'en sens inverse, cette sortie du conflit au Salvador a été prise comme modèle dans d'autres processus qui ont suivi ailleurs? Les processus qui sont venus par la suite sont beaucoup plus évolués, je trouve. Déjà, celui de l'Afrique du Sud, beaucoup plus évolué, et les autres. Et dernièrement, on a vu en Colombie. Et c'est un processus beaucoup plus évolué que celui du Salvador, et toutes les mesures qu'ils ont tirées en Afrique du Sud, en Colombie, est-ce qu'ils ont étudié ce qui s'est passé? Oui. Ils ont étudié, ils se sont beaucoup intéressés. Les personnes que je connais en Colombie m'ont dit qu'ils se sont beaucoup intéressés à l'étude d'autres processus pour apprendre
tout ce processus, ce qui a été bien fait et ce qui n'a pas été bien fait. Oui, parce que beaucoup de fois, on prend beaucoup plus de ce qui a été mal fait que de ce qui a été bien fait. Hein? Mais en examinant ce qui a été bien fait, ce qui a été mal fait, est-ce qu'on peut considérer que ces accords ont été quand même une réussite? Je crois que oui, parce qu'ils ont transformé la vie de citoyens. Comme je disais au début, et les gens ont perdu la peur. La population vivait avec la peur au Salvador. Et vivre sans peur, c'est un changement vraiment profond. Aussi, les structures de l'État a été changée et avec une police nationale civile, avec la sécurité nationale, la sécurité publique dans les mains des civils, la défense dans les mains des forces armées. La doctrine donc de forces armées a été changée et pour s'occuper seulement de questions de souveraineté et de la défense nationale. Donc ça, c'était un pas très important. Aussi, le fait que les exclus de la politique ont pu s'intégrer à la vie nationale, civile et du pays a été très très important parce qu'il n'y avait plus d'exclus de la politique. Or, de mon point de vue, le problème, c'est que avec les accords de paix, on s'est occupé de la fracture politique, qui créait des exclus politiques. Ils se sont intégrés à la vie du pays. Or, les exclus des autres fractures sociales, économiques et culturelles, on ne s'est pas occupé d'eux. Est-ce qu'on peut dire que c'est à cause de cela que le Salvador est revenu assez rapidement, finalement, dans un cycle de grande violence? En grande partie, oui. Avec ces groupes, les maras, ces groupes de jeunes délinquants très violents. Oui, parce que la structure du pays, avec les 4 fractures, donc il y a les fractures ont donné lieu à la violence. Donc la violence était là. On a perdu l'opportunité de démanteler ou de s'occuper du problème de fond de la violence dans un pays, pas pour avoir zéro violence, ça ce n'est pas possible, mais démanteler la violence structurelle créée par la façon dont on s'est organisé comme pays et comme société. On a perdu la chance parce qu'on s'est occupé de la fracture politique, mais quand on ne s'est pas occupé des autres fractures, l'exclusion a continué. Bon. En plus, l'État salvadorien a toujours été un État très faible. On a eu des gouvernements autoritaires, des gouvernements répressifs, mais ce n'est pas la même chose. État de droit fort et gouvernement autoritaire ne sont pas des synonymes. Parce qu'un État de droit fort respecte le droit de l'homme et les libertés. Mais donc on a toujours eu un État faible. La construction de l'État n'a pas jamais été achevée malgré la petite dimension du pays. Or, on a cette structure qui crée des exclus dans un État faible qui n'a pas réussi à imposer son autorité dans tous les territoires. Et en outre, au même moment, au même temps, les États-Unis ont commencé les renvois de jeunes Salvadoriens qui avaient commis des crimes aux États-Unis. Ce qu'on appelle en France la double peine, ça existe aussi. Oui. On est condamné pour ce qu'on a fait et ensuite on est expulsé. Expulsé, exactement. Oui. Les jeunes renvoyés par les États-Unis, nés au Salvador, mais ils étaient partis très très jeunes quand ils étaient des enfants, des bébés.
Et beaucoup d'entre eux ne parlaient même pas l'espagnol quand ils sont rentrés au Salvador. Or, mais ils ont amené avec eux la culture des gangs, la culture de jeunes qui s'organisent comme les maras, finalement. Or, ils arrivent là avec cette culture des gangs, dans une situation où l'État est très faible, où il y a beaucoup d'exclusion et les jeunes n'ont pas de futur. Évidemment, dans les zones grises, sans présence de l'État, ils avaient les conditions parfaites pour se développer et se développer à un point où les maras sont devenues très fortes. Elles ont même contrôlé qui pouvait vivre, qui ne pouvait pas vivre. Et donc, elles sont devenues une sorte d'autorité. Oui, avec des taux d'homicide qui étaient les plus élevés du monde. Hein. Du monde, oui. Du monde, oui. Exactement. Et est-ce que ce déficit, l'ONU qui a quand même une responsabilité en est consciente, parce que il y a d'autres situations où on s'aperçoit effectivement qu'à la première étape, sortie du conflit, l'état politique est à peu près bien réglé, mais la deuxième partie, la partie économique, culturelle et sociale est oubliée. Et on voit ça par exemple en ce moment en Haïti. Et est-ce que l'ONU a une réflexion à ce sujet? Parce qu'on a l'impression de voir des choses parfois se répéter. On dirait que parfois les choses se répètent, oui. Et en 2017, pour le 25e anniversaire des accords de paix, il y a eu un effort pour s'occuper de la deuxième partie des accords de paix. Et le gouvernement de l'époque, les Nations Unies, se sont mis d'accord. Et le secrétaire général a nommé un ambassadeur mexicain, l'ambassadeur Benito Andión, pour essayer de travailler la deuxième partie des accords de paix avec le Salvadorien. Mais déjà, les élections étaient trop proches. Les élections présidentielles étaient trop proches et malheureusement, je crois que on a là... il y a eu l'élection d'Andrés Manuel López Obrador au Mexique, et une des premières mesures qu'il a prises d'ailleurs, que ce soit en politique intérieure ou extérieure, c'était de mettre en place un plan pour l'Amérique centrale. Est-ce que ça a eu un effet quelconque on voit bien l'intention, oui, mais est-ce qu'il y a eu des conséquences concrètes? Il y a beaucoup Il a essayé de convaincre également les États-Unis de s'associer à ce projet. Oui, parce que il y a le grand sujet, c'est aussi l'immigration, n'est-ce pas? Oui. L'Amérique centrale, pas toute l'Amérique centrale, mais le Salvador, l'Honduras, le Guatemala, sont des pays des migrants, des gens qui sortent tous les jours vers le nord. Dans le cas du Salvador, je dirais, c'est aussi à cause des 3 fractures qui n'ont pas été traitées. Ouais. Et donc ça continue. Mais aussi l'Amérique centrale, c'est devenu un pont de transit pour des migrants d'autres régions du monde. C'est très important une approche multilatérale est très importante à mon avis pour les questions de migration, que évidemment pour les uns c'est très important parce que pour tout le monde c'est très important, mais pour les uns c'est important parce que ils voient la possibilité d'une meilleure vie ailleurs, mais pour les autres c'est très important parce qu'ils se sont envahis par les étrangers, n'est-ce pas? Et sans tenir compte toujours des contributions qui font les migrants à l'économie
etc. Mais je trouve aussi qu'il y a un sujet que on doit discuter plus profondément. Évidemment, les migrants ont des droits. Nous sommes à une époque des droits de l'homme, donc une personne en tant que citoyen a des droits où il ou elle se trouve dans le monde. Mais cela a une contrepartie dont on ne parle pas. C'est les droits des gens de rester dans leur pays. Oui. C'est-à-dire que je crois que un citoyen du Salvador doit avoir le droit de rester dans son pays. Et on a besoin de quoi pour que le droit de rester et puisse voir le jour? On doit revoir la façon dont le pays est organisé. L'organisation économique, sociale, etc. Donc, nous revenons aux trois fractures qui n'ont pas été solutionnées, touchées jusqu'à maintenant. Mais je crois que ça, c'est aussi, et évidemment, le droit de rester a une contrepartie. C'est une autre contrepartie internationale des relations de pays d'origine de migrants avec le pays du Nord dans tous les domaines, y compris économiques, parce que les transferts de richesses du Sud vers le Nord sont très très importants. Mais on s'occupe beaucoup plus de l'assistance économique du Nord vers le Sud, qui est très important, évidemment, mais on doit voir aussi les transferts de ressources du Sud vers le Nord, et qu'est-ce que ça implique aussi pour et ça supposerait de poser le problème du fonctionnement du système mondial, du système économique. C'est très compliqué. C'est très compliqué. Il y a beaucoup de résistance. Ah oui, certainement. Mais si on veut aller au fond du problème, on doit le faire. Évidemment, on ne le fera pas. Et donc, on continuera à traiter le problème de manière un peu superficielle. Quelque part, on est obligé d'aller au bout du bout. On a l'impression que le Salvador revient actuellement à des solutions autoritaires, expéditives, assez peu regardantes sur les droits de l'homme, qui traitent les symptômes et pas la maladie. Dans la situation qui est celle du jour d'aujourd'hui, c'est le choix qui apparemment a été fait, et non pas d'aborder la deuxième partie des accords de paix, mais d'oublier les accords de paix et d'écraser le problème. Parce que quand on essaye la démocratie seulement avec la dimension politique, qui est très importante sans doute, c'est un expériment partiel. La démocratie, c'est un tout. C'est le politique, c'est le social, c'est l'économique, c'est le culturel. Or, comme on ne s'est pas occupé des trois fractures dont on a parlé, et on s'est concentré dans la démocratie, la dimension politique de la démocratie. Et les gens ont vu que cette expérience, non seulement ça n'a changé pas leur vie dans un bon sens, mais que leur vie empirait, avec des problèmes de sécurité, avec de problèmes économiques toujours présents et irrésolubles. Donc, la démocratie, c'est un tout, et on ne peut pas l'aborder d'une façon partielle si on veut qu'elle marche, parce qu'autrement la population devienne elle est déçue. J'ai une dernière question à vous poser, c'est pourquoi avez-vous écrit ce livre? Pourquoi? Parce que je crois que c'est très très important
de dire qu'on peut avoir d'expériences de résolution de conflits réussies qui changent la vie des citoyens, parce que ça nous a changé la vie, mais qui n'arrivent pas à construire la paix. D'accord. C'est ça que, de mon point de vue, c'est que c'est arrivé au Salvador, la résolution d'un conflit, mais on n'a pas réussi à construire la paix. C'est quelque part un message d'alerte qui est adressé à votre pays, à ses concitoyens, à ses responsables et aussi à d'autres dans le monde qui sont dans des situations plus ou moins parallèles. Parce que fin du conflit, c'est une chose, construction de la paix. Bon, le premier pas pour la construction de la paix, c'est la fin d'un conflit, évidemment. Ouais. Mais on peut, et voici une expérience où on s'est arrêté fin conflit et on n'a pas construit la paix. Ce sont deux choses, finalement, elles sont liées, mais différentes. Bien, merci. Peut-être qu'on aura l'occasion de se retrouver pour refaire un point sur la situation du développement ou du non-développement des accords de paix au Salvador d'ici quelque temps. Espérons-le. Merci pour cet entretien qui a été très riche et donc je rappelle donc que ce livre a été publié aux éditions L'Harmattan et que son auteur ici présent est l'ambassadeur Francisco Galindo Vélez. Merci. C'est moi qui vous remercie.